Dans le service client, la majorité des agents gagnent autour de 1 500 € par mois. Mais pour certains, on peut multiplier ce chiffre par 2, 3, voire même 4. Et ça, grâce au freelance. Alors c'est vrai que quand on imagine freelance, on a l'habitude de penser à des métiers de développeur ou de la communication. Mais depuis quelques années, ce statut se développe aussi dans l'expérience client. Du coup, j'ai cherché à rencontrer ces freelances. Et je suis tombé sur Mathis et Alexandre qui proposent tous les deux leurs services dans ce domaine. On a pu discuter et au cours de notre conversation, ils m'ont donné leurs plus gros secrets. Combien est-ce qu'ils gagnent, comment ils arrivent à trouver des clients, à les garder, mais également quel est selon eux le futur de cette tendance. Bref, je leur ai posé toutes mes questions, voici notre échange. Bienvenue dans ce podcast Derrière la bulle, du coup, Alexandre et Mathis. Aujourd'hui, on va parler de freelance, enfin du statut de freelance dans le Caire. Donc avant de commencer, je vais vous laisser vous présenter si ça vous dérange pas. Moi, je suis Mathis Robin, j'ai 25 ans et je suis donc freelance en Customer Care, Customer Service, en particulier pour la société OnePilot et encore en plus particulier pour le client Alan, donc la célèbre mutuelle qui est Licorne, je crois. Et à côté de ça, je suis aussi en CDI en plus de mon freelance en tant que chargé d'accueil et service client pour une autre société qui s'appelle Agaphone, qui est spécialisée dans le service client par téléphone. Moi, comme toi, Mathis, je suis un petit peu hybride. Je suis entre les deux. J'ai eu un parcours avec beaucoup de CDI en service client. Là, je viens de rejoindre un collectif donc depuis juillet 2022, donc un collectif de freelance customers. J'ai fait un peu de freelance en service client en terrain, donc répondre aux clients. Et là, le but, c'est de se lancer sur une partie un peu plus audit consulting pour accompagner les marques qui lancent un service client ou qui commencent à être débordées et qui savent pas comment s'en sortir. Donc la grosse question quand on se lance en freelance, c'est, la première problématique, c'est comment on trouve des clients. Donc vous, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que, toi Mathis, comment tu as réussi à bosser avec OnePilot? Ouais, bah en fait, c'est assez ça. J'aimerais bien te raconter une belle histoire de j'étais dans un bar et puis j'ai croisé un gars et puis machin et en fait non, pas du tout. J'ai fait comme quand tu cherches du boulot classique. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est en tout cas pour moi c'est ce qui a le mieux marché, c'est que je suis allé sur des plateformes d'emploi et en particulier Welcome to the Jungle qui est ultra efficace pour ça. Donc s'il y en a qui regardent le podcast et qui cherchent des opportunités Welcome to the Jungle, pour le coup il y a vraiment des vrais trucs, c'est pas du blabla, c'est pas du bluff. Et j'ai tout simplement paramétré des filtres assez précis de ce que je cherchais, donc avec du télétravail total pour moi, parce que comme je suis sur Caen, c'est un petit peu plus compliqué si on me demande d'être sur place à Paris, parce que souvent c'est sur Paris. Puis après c'était la rémunération aussi, si il le précise. Et après j'ai filtré avec que des statuts freelance. Et tous les jours, je fais un tour dessus, encore maintenant. Et dès qu'il y a une opportunité, j'essaie de rentrer en contact avec les personnes. Soit je contourne le biais de Welcome to the Jungle, parce que le problème, c'est que Welcome to the Jungle, c'est des inbox où les gens reçoivent dans l'inbox des pelletés de messages. Du coup, tu vas avoir du mal à te différencier des autres. Du coup, j'essaie de détourner un petit peu en retrouvant le contact sur LinkedIn ou un mail de la personne en charge des recrutements pour la société qui est indiquée sur l'offre. Et puis après, en général, on rentrait en contact. Et puis l'avantage du statut de freelance fait que tu te mets dans une position plus légitime, dans le sens où tu t'apparais plus comme un professionnel qu'un salarié qui vient quémander un salaire, etc. Là, c'est plus tu proposes des vrais services. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis j'ai rencontré vachement de gens comme ça, des gens avec qui j'ai pas forcément travaillé, hein. Il y en a même la plupart avec qui j'ai eu plein de bons contacts et avec qui on a pu discuter de plein de trucs super intéressants, avec qui j'ai jamais travaillé, j'ai pas généré un seul euro avec eux. Mais en fait, de fil en aiguille, on sait que ça va peut-être mener à une autre rencontre ou à une autre rencontre, etc., etc. Mais voilà, c'est tout simplement la manière la plus basique de chercher du boulot, en fait, tout simplement. Moi, je te rejoins sur le fait que c'est pas si différent de quand tu cherches un CDI en fait. Moi j'ai plein de potes qui me disent il y a rien sur le marché du travail, c'est hyper de trouver du boulot. Et moi à chaque fois je suis un petit peu surpris, je dis non, en fait faut bien chercher, faut faire les choses bien, que ce soit en freelance ou en CDI. Et il y a plein de façons de le faire. Moi un truc que j'avais fait, c'est je suis allé parler à plein de freelance en fait, pour leur dire comment t'as réussi en fait quand je voulais me lancer, en disant qu'est-ce que t'as fait pour réussir. Donc j'ai eu plein de retours différents, donc ça c'était assez cool. Il y en a, ils m'ont dit aussi tu peux créer du contenu, te positionner en tant qu'expert. Donc j'ai pas que contacté les personnes dans le customer care et customer success, mais dans tous les domaines. Donc sur LinkedIn, de poster du contenu régulièrement, ça peut être intéressant, mais là faut avoir une discipline, parce que Ouais. sinon l'algo si tu publies pas toutes les semaines, en fait tu vas faire
tu vas faire, je sais pas, 500 vues, 3 likes, donc est-ce que c'est utile? Je sais pas. Un autre truc qui est moi j'ai entendu plusieurs personnes me dire, c'est: «Je suis sur Malte, ça marche, très bien». C'est Ah une ouais? des je pense c'est une des plus grosses, je sais pas si c'est une des plus grosses plateformes, mais en fait, j'ai pas mal de retours, donc je dis: «OK, je vais aller voir». En fait, tu te crées ton profil. Là, ils te donnent plein de conseils pour, que ton profil remonte bien. Donc tu as un petit travail, tu as, allez, je dirais 2 heures, un peu plus même, ouais, on va un peu plus quand même, mais pour, tu mets tes mots-clés, tes expertises, tu demandes des recommandations à des gens avec qui tu as déjà travaillé, tu travailles un peu ton profil comme ça et ça c'est pas mal. Ça marche assez bien. Moi, j'ai pas mal de demandes entrantes là-dessus, donc c'est cool et après, pareil, c'est plus tu réponds vite, plus l'algo te fait remonter et plus il y a des Ah gens ouais, qui viennent te d'accord. voir. Plus tu Hmm. fais des missions après et mieux ton profil enfin, comme des restos, quoi, en fait, hein, meilleurs sont tes avis, après, mieux tu remontes. Donc Malte, c'est pas mal du tout. J'ai regardé d'autres plateformes aussi un petit peu, tu as Freework. Puis après, le premier truc, c'est de dire aussi, je trouve, à tes potes, à ton cercle proche, de dire: «Je suis en freelance, je fais ça, si jamais tu entends parler de choses, dis-le moi, ça marche comme ça, quoi». Ouais, et puis c'est surtout qu'en plus, quand t'es freelance, t'as quand même un gros avantage qui est la mobilité, on va dire, de ton statut pour les entreprises. Ce qui fait qu'elles ont beaucoup moins peur de tenter en fait le coup parce que, tu vois, par exemple, le contrat que j'ai avec Alan et OnePilot en ce moment, en 24 heures, on peut le résilier, tu vois, Ouais, d'un côté comme de l'autre. Donc évidemment, toi, en tant que freelance, faut que tu te prépares à cette instabilité du travail. Mais après, en fait, faut aussi que tu joues cet argument-là quand tu rentres en contact avec les personnes pour leur dire ça vous coûtera peut-être une journée de travail. Si à la fin ça se passe pas bien, c'est pas très c'est grave. clair. Et un dernier truc que je fais, je sais pas si tu fais ça aussi. En fait, moi, je vais voir les boîtes qui me plaisent, où il y a des postes intéressants, mais en CDI, et je vais leur Ouais. dire: «Ah, par contre, est-ce que ça vous intéresserait le freelance?» Et en fait, souvent, ils y pensent même pas, les entreprises, Oui. Mm. parce que dans plein de boîtes, c'est pas du tout encore ancré. Et souvent, moi, les retours sont assez bons. Moi, je fais ça aussi. Et en fait, c'est surtout sur des périodes. Et en fait, c'est la fin d'année, tu vois. La fin d'année, tu vas viser des e-commerce surtout. Parce que tu sais qu'en fin d'année, il y a les fêtes qui arrivent. Ils vont se taper une quantité pas possible de réclamations. Là, l'autre jour, j'étais en contact. Ça a pas pu se faire parce que ça rentrait pas dans mes taux horaires possibles. Mais c'était les raffineurs. Les raffineurs qui est super beau e-shop, un peu concept store en ligne, quoi. Qui cartonne à Noël parce que quand les gens n'ont pas d'idée et qui veulent un truc original, ils vont chez les raffineurs. Bah forcément, des fois, il y a des retours clients, des gens qui ont reçu un colis cassé, des choses comme ça. Et bah, il faut des petites mains aussi pour faire ça. Donc, si tu veux trouver du travail assez facilement sur la fin d'année, te faire 2 mois où tu sais que tu vas bosser. Moi, j'ai pas pu le faire parce qu'ils demandaient 30 heures semaine minimum et j'avais pas 30 heures dans la semaine disponible. Donc, je leur ai dit, bon, bah, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Tu gardes contact avec eux et puis si ça se trouve, voilà, en 2023, pour Noël 2023, je vais être en 35 heures, tu vois, facturé à la semaine chez eux. Et ça, c'est vraiment pas mal, c'est d'aller voir aussi les e-commerce. On n'y pense pas souvent parce que C'est vrai. comme c'est souvent un peu très affilié au SaaS, tu vois, les solutions SaaS, les solutions start-up, un peu produits digitaux, logiciels. Et on a beaucoup tendance à se focaliser là-dessus, alors qu'en fait, des e-commerce qui vendent des produits physiques, ils en ont grave besoin de services clients. Et pourtant, les CSM, tout ça, les gens qui sont dans ce métier-là, pensent très start-up tech, au lieu d'aller se dire, maintenant, mais il y a des gens qui vendent encore des produits en 2022, 2023, qui sont physiques et qui ont des fois des galères avec leur livraison, Mm. avec l'état du produit, des choses comme ça. Un dernier truc aussi qui marche bien, mais ça, ben, tout le monde le dit, il dit: «Il faut aller parler aux gens, il faut créer le dialogue». Typiquement, j'étais allé parler à un CSM et en fait, il m'a dit: «Ah bah, j'ai un collectif de freelance que je suis en train de monter, ça pourrait être intéressant que tu nous rejoignes». Ça commence à se développer, il y a Collective aussi qui fait Ouais. ça, mais je crois que Collective, c'est assez dur. Il faut que tu arrives avec déjà, un dev, un graphiste et c'est toi Ah qui crées oui. ton collectif à l'avance. Là, c'était l'inverse en fait. Lui, il m'a dit: «OK, tu rentres». Il y a des personnes, on est tous dans le customer care, customer success, mais tous avec des profils différents et on s'apporte. Et en fait, c'est hyper cool parce que on se forme nous-mêmes. Forcément, il y a plus de missions aussi. On a un Mm. Slack dédié en fait où on peut être apporteur d'affaires. Moi, je refuse une mission, je le mets dans le Slack en disant qui la veut. Ah, c'est cool ça. Donc ça, ouais, ça c'est pas mal. Je pense que ça va se développer parce que c'est sur le principe du ensemble on est plus fort. Et Ouais. effectivement, et même pour la marque, je pense que c'est plus intéressant de se dire: OK, bah, potentiellement, ça marche bien avec lui. Ah, mais tiens, j'ai un besoin aussi en graphisme ou autre, et est-ce qu'ils peuvent m'aider, quoi. Donc ça, je pense, ça peut à creuser, mais je pense c'est pas trop connu encore. J'en connais deux trois max, mais
mais c'est pas mal. Par rapport à ça, Alexandre, est-ce que vous connaissez des agences d'agents de support qui existent ou pas? Du coup, OnePilot, techniquement, c'est un peu ce format-là, quelque part, Ouais. parce que du coup, ils mettent en place un service clé en main d'externalisation de service client, et leurs principaux acteurs sont des freelances. Du coup, quelque part, il y a un peu ce truc-là, c'est un peu plus un travail d'agencement, mais après, est-ce que vraiment il y en a beaucoup? Moi, j'en connais pas des masses qui font ça, parce que c'est vrai que c'est ultra complexe à mettre en place, quoi. Parce que forcément, les freelances, ils sont pas toujours dispo, ils sont pas toujours. Donc quand, Ouais, t'as un je gros crois que je crois turnover. que je crois que ouais, voilà, t'as un gros turnover. Je crois que c'est quand même un truc assez galère à lancer, donc je suis pas sûr qu'il y en aura énormément. Ou alors, ce sera des gens qui ont déjà énormément de moyens, comme OnePilot, qui ont fait une série A à 2 millions au lancement, une série B à 16 millions là il y a pas longtemps, et puis qui vont vraiment voilà, être très agressifs sur les levées de fonds, et voilà. Mais sinon, non, j'en connais pas tellement. Mais je sais pas si ça répond à ta question, je connais juste Eodom qui travaille avec des grosses boîtes comme Roland Garros, le parc Astérix. Donc eux, c'est des personnes qui sont en freelance, qui sont chez elles. Ça peut être la personne qui a 20 ans jusqu'à 60 ans, qui veut avoir un peu de temps, ou le retraité qui reprend. Mais sinon, non, je connais pas de grosses agences en freelance, hein, enfin, qui embauchent des freelances. Je vous pose cette question pour essayer de comprendre comment est-ce qu'un freelance pourrait scale son business en passant je sais pas, de 40 ou 50 heures par semaine chez ses clients à un modèle plus d'agence. Pour moi, c'est comme je t'ai dit, il faudrait vraiment développer des moyens et commencer à rentrer dans un business model de potentiel startup, comme OnePilot a fait. Ou alors, sinon, effectivement, tu peux plutôt faire un truc un peu hybride où je pense que c'est ce que toi, Alexandre, tu vises, c'est-à-dire avoir un statut plus de consultant. Et du coup, de faire marcher aussi ton network et un petit peu aussi ton expertise, mais pour plus de la mise en place de process que de l'exécution, en fait. Pour moi, si tu veux scale, faut réfléchir en disant, bon bah, en fait, comment je fais grossir mon chiffre d'affaires, et pour ça, bah, il faut mieux se vendre en taux horaire. Et donc, Ouais. effectivement, bah, pour ça, il faut que tu puisses amener des prestations en plus. Moi, typiquement, c'est le calcul que j'ai fait en me disant, bah, ok, ça c'est mon expertise, comment je peux mieux vendre cette expertise? Et donc, pour ça, il faut faire du consulting. Carrément. Et puis, en fait, il y a plein de trucs qu'on a vus en service client. Comme c'est pas c'est plus comment dire, c'est du soft skills, quoi. Donc, tu te dis Ouais. pas, ah, ça, je peux le vendre. Et en fait, si, en fait, en service client, tu vois plein de trucs où toi, tu as une expertise, tu sais comment le client va réagir, tu sais ce qu'il faut dire, pas dire. Et ça, en fait, ça se vend, quoi. Donc, pour moi, c'est plus cette partie-là qu'il faut creuser. Parce que, bon, après avoir, il y a des gens qui sont passionnés de ça, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu fais le tour aussi, quoi. Tu réponds à plein de personnes. T'as vu à peu près plein d'environnements différents. Je pense que c'est intéressant pour toi de réfléchir à dire comment je peux aller plus loin, quoi. C'est ça. Et moi, je pense qu'en fait, il faut que tu mettes en valeur le fait que, après, si tu en es capable, bien sûr, mais il faut que tu mettes en valeur le fait que si tu te mets à rentrer dans l'entreprise et à répondre à des clients de manière régulière, et bah, du coup, tu vas être capable d'avoir l'analyse plus profonde de comprendre, à force de rencontrer des problématiques, comprendre comment les process vont être fluidifiés, tu vois, et avoir le moins de friction possible dans le parcours d'un agent customer care, et du coup leur faire comprendre que s'ils te recrutent, c'est pas juste pour que tu exécutes bêtement, mais c'est aussi parce que tu vas effacer toutes les frictions possibles en remontant des problématiques et en affinant, tu vois, et en affinant toujours ton process. Et une fois que ton process est affiné, eux, normalement, ils vont voir le résultat sur les performances de leurs autres agents, et là, ils vont comprendre que t'as vraiment apporté un truc en plus que juste répondre à des messages chat, etc. Ok, génial. On reparlera de toute façon un peu plus tard de la rémunération, comme tu le disais, Alexandre, et du taux horaire, et également, si je me trompe pas, de tickets que tu fais, c'est ça, Mathis? Ouais, tout à fait. Ouais. Ça dépend des boîtes, mais il y en a, et c'est au ticket, ouais, tout à fait. Ok, donc on en reparlera un petit peu plus tard, mais juste avant ça, comment est-ce que tu fais pour bien être intégré dans une boîte quand tu es freelance, que ce soit au niveau de l'image de marque que tu représentes, du ton, etc. Alors, en termes de ton, de toute façon, t'as pas trop le choix, c'est vraiment eux qui vont te briefer. Enfin, en tout cas, moi, c'est à chaque fois ce qui se passe, c'est eux qui te briefent sur le ton, et toi, ton métier, c'est d'être leur visage et leur voix, donc tu dois absolument t'adapter et exécuter ce qu'ils te demandent. Donc, s'il y a du vouvoiement, s'il y a un discours un peu plus chill ou un discours un peu plus rigoureux et strict. Après, pour ce qui est du reste, je pense que le freelance a quand même une position un peu externe
à l'entreprise parce qu'il représente plein d'autres entreprises. Donc, je pense pas qu'un employeur qui emploie un freelance doit s'attendre à autant d'implication de la part de son freelance parce que son freelance il a une vie à côté, il a d'autres clients à côté et donc le principe c'est justement d'avoir quelqu'un qui est quand même un petit peu plus mobile dans sa manière de vivre. Il va pas vivre avec la philosophie de vie de son entreprise, c'est pas possible parce que sinon il serait schizophrène en fait à la fin, tu vois. Après, ça dépend aussi, je pense, si tu as plusieurs clients en parallèle. Mais pour moi, je dirais aussi bon, moi, je suis un gros partisan de la motivation. En fait, c'est c'est comme quand tu es en CDI. En fait, la meilleure façon de t'intégrer, c'est de montrer que tu es motivé et montrer Mm. et potentiellement que tu vas aller un petit peu plus loin que tes fonctions, quoi. Mais ça, c'est pareil partout, en fait, que c'est montrer que tu es investi. Et, ouais, et je pense que si tu fais ça, en fait, bah, assez vite, il y a plus de notion de statut en disant lui, est-ce qu'il est CDI ou est-ce qu'il est freelance. Tu vois, d'ailleurs, il y avait une boîte où j'ai testé ça, on savait même plus qui était freelance, qui t'apprenait 6 mois après que la personne était en free, alors qu'en fait, elle était investie, elle connaissait les rouages de la boîte par cœur. Donc pour moi, c'est plus ça. C'est montrer en fait que t'es aussi impliqué. Et après, je trouve aussi, moi, le truc qu'il faut rajouter, c'est aussi à la boîte de faire des efforts. Ça, tu le sens souvent un petit peu à l'entretien, quoi. Si voilà, ça, c'est mes conditions, puis t'acceptes où tu pars, ou d'autres où il y a un petit peu de négo. Bah, souvent, tu vas arriver forcément avec. Tu vas dire, moi, je vais être en 4/5e, je veux un équilibre de vie pro-perso. Je pense à plus attente là-dessus en freelance. Si tu sens que la boîte, elle est ouverte à ça, c'est bon signe. Et il y a des boîtes qui le font de façon intelligente ou très, très clairement des événements d'entreprise, des séminaires, ils vont inviter les freelances. Il y en a d'autres où ça va être non, c'est à la hiérarchie et puis les stagiaires et les freelances, on pourra devenir. Je pense que l'effort il doit se faire aussi dans les deux sens, forcément, quoi. Mais en fait, ça, c'est des problématiques d'onboarding qui sont Mm. aussi des trucs qu'on retrouve dans le C'est salariat, clair. hein, tu vois. Donc, Ouais, en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les gens s'en font tout un pataquès, mais en fait, le freelance, sur plein de points, revient à des notions de base du salariat. C'est juste que dans le salariat, on a moins l'audace de revenir négocier sur des points par exemple, l'onboarding, sur des points de taux horaire, etc. Parce qu'on se dit, bon, bah, l'offre, elle est telle quelle, on va pas la bouger. Et en freelance, on s'autorise plus à faire ça, tu vois. Mais en fait, ouais. c'est plus une barrière psychologique qu'autre chose, tu vois. Mais je pense que tu as totalement raison. Même moi, encore hier, j'ai répondu à 2 offres, une en CDI, une en freelance, les deux en présentiel. Il y en a, celle en free, j'ai dit, est-ce que c'est quoi la marge de négociation pour du télétravail? Alors que le CDI, tu vois, psychologiquement, j'ai même pas essayé de négocier en me Ouais, disant, bah ouais, carrément. la règle est pareille pour tout le monde. Alors après, peut-être qu'il y a aussi la plus-value de la stabilité de l'emploi qui fait qu'on se dit qu'on a peut-être moins de poids de négociation. Mais en vrai, c'est un peu dommage de s'y plier parce que qui ne tente rien n'a rien, quelque C'est part ça. aussi, tu vois. Ouais. Justement, par rapport à cette période d'onboarding, pardon, dont tu parlais, Mathis, Mm. comment ça se passe concrètement quand tu interviens sur des missions ponctuelles? Parce que tu peux pas avoir, j'imagine, une semaine de préparation pour bien t'acclimater au code de la boîte. Donc, est-ce que tu reçois un document? Comment ça se passe concrètement? Bah en fait, ça c'est vraiment le truc qui fait que je pense que tout le monde peut pas faire du freelance sur du service client, c'est que entre guillemets, faut être très très vif, à très vite être capable de comprendre comment ça fonctionne, quels sont les grands axes que tu vas retrouver en problématique de la part des clients que tu vas gérer. Parce qu'imaginons tu as une mission qui va durer 2 mois sur les périodes de Noël, comme je disais tout à l'heure par exemple. Bah en fait il va falloir allez, En en deux max jours. une semaine, Ouais. ouais, voilà, grand max une semaine, et quand je dis une semaine, c'est 5 jours, pas 7. Grand max une semaine, il faut que tu sois à peu près opérationnel sur tous les cas de figure que tu puisses rencontrer, quoi. Et du coup, ça, c'est vraiment la difficulté qui fait que je pense que tout le monde ne peut pas le faire. C'est qu'il faut une certaine vitesse d'appréciation et de compréhension du système qui se travaille parce que plus tu vas rencontrer des environnements, plus tu vas choper des mécanismes et plus tu vas faire du mimétisme en fait. Entre chaque boîte que tu as rencontrée, tu vas te dire, ah bah tiens, dans la boîte précédente, ça marchait à peu près comme ça. Si je fais une analogie avec leur système à eux, c'est pas le même produit, c'est pas le même système, mais en fait, je peux adapter certains termes et puis reprendre les mêmes expressions, les mêmes façons de tourner les choses, quoi. Donc ouais, c'est vraiment, faut réussir à être assez rapide à choper le truc. Et ça, c'est clairement des exercices de logique de base. Enfin, c'est quasiment mathématique en fait, tu vois, à ce stade-là. Et là, c'est un peu aussi ta constitution personnelle. C'est un peu triste de dire ça, mais il y a des gens qui vont avoir peut-être un peu plus de besoin de temps. Et eux, je pense que ça va être dur
de s'axer sur des missions ponctuelles qui vont être juste sur 2 mois, quoi. Là, il faudra plutôt viser, si tu veux faire du freelance, il faudra viser des missions long terme où la boîte va accepter de prendre 3 semaines, 1 mois pour te faire rencontrer tous les process et puis bien assimiler tout, quoi. Effectivement, je suis d'accord que c'est hyper important d'être autonome, d'être hyper proactif. Et au Mm. début, quand tu vas être lancé dans le bain, tu sais, je pense peut-être plus en freelance, tu vas être lancé dans le bain comme ça sans trop de formation. Il faut que tu ailles chercher les infos par toi-même. Faut que tu aies envie de comprendre en fait comment ça fonctionne. Effectivement, potentiellement, ça c'est le cas, tu as accès à moins d'outils, à moins de choses en interne. Donc c'est plus dur de comprendre ce que le client voit et ce que le client a à faire. Donc peut-être qu'il faut être. Moi, je sais que. Bah, et au DOM, ils n'avaient pas accès à des fichiers qu'on avait en interne. Et donc pour eux, c'était beaucoup plus compliqué quand le client arrivait avec une question pour lui réinitialiser son mot de passe. C'est des choses comme ça, très bêtes. Il faut être un petit peu Mm. proactif et aller sur le site, cliquer sur mot de passe oublié comme aurait fait le client. Donc je pense qu'il faut être autonome et débrouillard là-dessus, ouais, c'est sûr. En fait, je pense qu'il faut savoir improviser au début C'est ça. et très très très, très bien improviser et se dire que parce qu'en fait des fois on va te reprocher d'avoir improvisé sur des trucs où on va dire oui mais c'était pas le process, etc., sauf que le process il est jamais Il est jamais pas fini clair. en fait. Non mais c'est au-delà qu'il soit pas clair, c'est qu'il est jamais fini le process parce que il y aura toujours un moment où dans ta knowledge base, donc dans ta base de connaissances, tu n'auras pas le process qui est adapté pour la situation sur laquelle tu es tombé, parce qu'il y a des fois il y a des situations où tu te dis mais waouh, j'aurais pu essayer de tout préparer, jamais j'aurais pu imaginer que je serais tombé sur une situation comme ça, quoi. Et du coup, bah là, il faut aussi savoir à laisser une place à l'improvisation, à faire en sorte que cette improvisation-là te fasse retomber sur tes pattes à la fin, et surtout, et c'est là que l'expertise du freelance qui va chercher plus loin est intéressante, c'est que cette improvisation-là mène à une solution potentielle si on retrouve cette problématique plus tard, tu vois. C'est ça vraiment le truc. Mais je me disais, on n'a pas vraiment répondu dans les faits concrètement à qu'est-ce qui se passe à un onboarding. En soi, c'est des. Enfin, moi en tout cas, la plupart du temps, c'est des sessions où tu es en binôme avec quelqu'un qui est déjà comment dire, bien préparé et puis qui connaît déjà le métier. Et tu vas te confronter à des messages, à des mails, et puis tu vas te connecter sur l'intercom, sur le Zendesk, et puis là tu vas manger des trucs à fond, à fond, à fond, essayer de le faire, et puis il y a la personne à côté qui est là, qui regarde un peu si tu arrives à saisir bah, qu'est-ce qui demande, qu'est-ce qui se passe, quelle est la problématique, parce que souvent le client sait pas vraiment c'est quoi son problème, par exemple comme tu disais, des problèmes de connexion, etc. Ça peut être là on peut rentrer carrément dans du customer support, tu vois, où vraiment tu vas commencer à essayer de te dire bon bah ça se trouve il a juste mal tapé son mot de passe, mais en fait non, si ça se trouve il y a la base de données qui est corrompue, et là bah du coup il faut que tu apprennes à remonter les problèmes au service du tech support, etc. Enfin, c'est plein de choses comme ça, et en général sur les premiers jours tu auras quelqu'un qui est avec toi, bah, la plupart du temps c'est sur un Google Meet, tu vois, un truc comme ça, et qui t'observe, et puis qui à chaque fois te rectifie et te remet dans le bon Ouais. chemin, et puis au bout d'un moment il te dit bon bah moi je vais devoir y aller, j'ai du boulot, je te laisse faire, et puis si t'as des questions tu reviens, quoi. Et c'est vraiment faut juste manger du ticket, quoi. Faut manger C'est du ça. ticket, manger du ticket, et Ouais. puis voilà. C'est la meilleure des écoles, ça. C'est ça, exactement. Et donc du coup, la rémunération se fait au ticket, c'est bien ça, si je comprends bien, en règle générale, c'est là-dessus. Ouais, tout dépend. Tout dépend. Moi, je sais que OnePilot, c'est au ticket, mais après, toutes les autres missions que j'ai faites ponctuellement et tout, ça a toujours été au taux horaire. Mais par contre, OnePilot, c'est au ticket avec Alan. Après, c'est un petit peu. C'est pas un mode de rémunération facile, parce que du coup, si t'es moins performant, que t'es fatigué, que t'es un peu malade, etc., et que tu commences à avoir un peu la tête embrouillée, machin, tu vois bien que bah, ton salaire sera pas le même à la fin du mois, juste parce que du coup, t'as fait un peu moins de tickets, etc. Donc ça, c'est un peu la problématique, ouais. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent au téléphone faites un email, c'est pour créer un ticket en plus. Oui, Ça y est, je comprends ouais. enfin comment ça marche. Mais C'est ça, ouais, bien sûr, parce que eux, quand ils closent le ticket, ils prennent un petit billet, quoi, à chaque fois. Le problème, c'est qu'en fait, les tickets, en tout cas chez OnePilot, c'est un peu le truc que je leur reprochais, c'est que du coup, les tickets, en fait, si tu veux, pour comprendre le système, il faut s'imaginer que tu es un livreur Uber Eats quelque part, et qu'un ticket est une course, tu vois. Le problème, c'est qu'un livreur Uber Eats, plus sa course est loin et difficile, plus sa course va être rémunérée. Là, en l'occurrence, les tickets, ils sont tous au même tarif. Sauf que t'as des tickets, ça va être genre quelqu'un qui pose une question bateau,
où tu as juste à aller dans la knowledge base, où limite il y a la réponse sur le site, tu vois. Limite dans la FAQ du site, il y a la réponse. Tu lui copie-colles la réponse de la FAQ, tu lui envoies, et ça se trouve, ça suffira largement, tu vois. Et il y en a d'autres, ils vont arriver avec des problèmes de fou, où tu vas devoir faire une escalade, où tu vas devoir commencer à rentrer en contact avec le tech, etc. Et au moment où tu vas close ton ticket, tu seras payé autant que le ticket qui était super facile, tu vois. Et donc ça, c'est un peu la problématique qu'il y a en ce moment, je trouve. Et en même temps, c'est difficile de quantifier la valeur d'un ticket quand il arrive. C'est pour ça que eux n'arrivent pas vraiment Ouais, à te varier la valeur, tu vois. Je pense qu'il y aura peut-être des IA plus tard qui vont, parce que là, il y a déjà des IA très performantes. En tout cas, avec Alan, ils sont vraiment très, c'est très poussé, quoi. L'intercom a quasiment mis dans l'inbox qui correspond, juste en lisant le contenu, il t'a mis un petit peu des pistes de quelle est la réponse possible, etc. Enfin, ça va super loin, donc je pense que plus tard il y aura peut-être des IA qui pourront affiner le prix d'un ticket et d'un autre selon ce qu'ils voient comme difficulté. Mais malheureusement, c'est le gros problème actuel, c'est que quand tu es payé au ticket, ton ticket sera pas forcément à la valeur que va représenter le travail que tu as fourni dessus, quoi. Mais tu vois, je suis même. Je sais pas si Alan est au courant, enfin, si, forcément, ils sont au courant de comment ça marche, mais je sais pas s'ils sont d'accord avec ça, tu vois, en disant. Quand OnePilot va voir Alan en disant nous on les paye au ticket, OnePilot forcément ses prestataires ils ont des enjeux de rapidité. Bien sûr. Mais tu vois, je suis passé dans peu de services clients où en interne tu étais incentivé au ticket, parce que ça forcément c'est la course à la rapidité. Tu réponds à moitié à la question, enfin je trouve il y a plein de choses derrière qui font que c'est pas forcément un bon calcul. Après, eux, pour rebalancer, ils ont une 30% de bonus sur la qualité aussi. Ouais, d'accord. Voilà, tu vois, et ça leur permet de remettre un peu. Parce que forcément, sinon, les gens vont vite, vite, vite. Et le truc, c'est qu'eux, du coup, toutes les semaines, refont un inventaire de quelques tickets. Et si les tickets sont validés comme Bah qualitatifs, tu augmentes de 30% ton chiffre d'affaires, quoi. ouais. Donc, forcément, ça contrebalance le truc, parce qu'il y en a plein qui, sinon, ouais, comme tu dis, feraient à la chaîne et puis perdraient en qualité, quoi. Ouais. C'est un peu le paradoxe derrière ce système. Toi, par exemple, avec Alan, comment tu fais pour apporter des feedbacks constructifs sur les conversations que tu as eues, sur les tickets que tu as eus, et comment tu aides Alan à construire ou en tout cas à améliorer son produit par rapport au support? Alors, Alan, ils ont racheté une boîte qui s'appelle Harvester. Et du coup, c'est un espèce de plugin, en gros, qui se greffe sur des intercoms, des Zendesk, etc. Et du coup, quand tu rencontres des difficultés un petit peu de type UX, tu vois, donc interface, enfin problématique de parcours utilisateur dans l'interface, etc. Et bah du coup là tu le remontes dans Harvester qui est un espèce de module qui est sur le côté de ta page où tu vas grosso modo expliquer la problématique, la solution potentielle à cette problématique et pourquoi cette problématique faut la résoudre, quelle est la plus-value pour Alan, tu vois. Et du coup ça c'est un peu plus pour l'aspect UX. Et après pour l'aspect process, là c'est vraiment avec mes managers que je remonte des feedbacks sur, par exemple, la base de connaissances, typiquement. La base de connaissances, normalement, c'est censé être agile, donc tu es censé tout le temps l'abreuver, quoi. Alors, des fois, tu n'as pas trop le temps parce que tu es en train de gérer plein de tickets, donc en fait, tu gères ton truc et puis tu oublies de remonter un truc que tu aurais pu rajouter dans la base de connaissances. Mais en théorie, quand tu fais bien les choses, il faut que tu prennes le temps à chaque fois de te dire tiens, ce ticket-là, j'ai eu une exception à laquelle on n'a jamais eu de réponse dans la base de connaissances. Donc, je vais essayer de parler à mon manager pour lui dire comment on peut rajouter un onglet dans la base de connaissances. Tu vois, donc ça peut être un Notion ou ça peut être un truc dev par la boîte avec un onglet en plus où ils expliquent tiens, bah, si vous tombez sur ce cas-là, on a déjà eu ce cas-là, il faudrait faire ci, ça, 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 ça. Ok, et si tu devais nous donner le prix d'un ticket, enfin sans donner le prix exact, si on pouvait avoir une fourchette, ça serait quoi la valeur d'un ticket Alors, je sais pas trop si j'aurais le droit de dire ça comme ça. Comment? 1 euro? Bah, ça dépend en fait. Alan, c'est vraiment très particulier parce que Alan, c'est vraiment des problématiques de la CAF, tu vois. Donc, enfin, voilà, c'est de l'administratif français. Donc, vraiment, tu as des problématiques où c'est des trucs où tu dois leur expliquer parce que tu fais quasiment du travail d'assistance sociale avec Alan des fois, hein. Vraiment, des fois, tu dois leur apprendre à envoyer je sais pas, leur relevé de compte de la CAF à leur ancienne mutuelle pour que ça justifie qu'ils ont bien eu un remboursement, pour que leur ancienne mutuelle leur envoie une attestation de non-remboursement pour que Alan prenne le relais. Enfin, c'est de l'administratif qui peut être très vite très complexe, Hmm. quoi.
Et du coup, là, forcément, tes tickets vont avoisiner les minimum 1,70 €, 2 €. Après, tu peux monter à 2,50 € si tu vas sur des sujets un peu comme ça. Après, ça va dépendre aussi de ton bonus, si tu as les 30% ou pas. Et après, sur des tickets, sur des e-commerce, sur des choses un peu plus simples, où en général, tu as toujours le même cas de figure à peu près, et Ouais, tu peux où est mon l'envoyer colis? à fond. Voilà, c'est ça. Du où est mon colis, en général, pour 1 €, 1,20 €, tu as ton ticket, quoi. Tu vois. Et c'est pour ça aussi que je fais que du OnePilot, enfin du Alan avec OnePilot, c'est que Alan a des tickets bien plus élevés que les tickets classiques sur les prix. Ok, très clair. Alexandre, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, moi c'est marrant parce que j'ai pas trop connu ce système de tickets, j'ai plutôt connu le système où t'es payé à l'heure, enfin ou à la journée, enfin t'as un taux horaire qui varie. Moi d'expérience c'était entre 10 et 20 euros Mm. selon l'ambition de la marque. Et Ouais, c'est ça. effectivement, Mm. et 20 euros, elle avait recruté des personnes bilingues avec la tête bien faite qui Ouais. vont aller un petit peu plus loin. Et puis 10 euros, t'es plus sur des enjeux de volume. Mais moi, j'ai plutôt fonctionné en freelance en tout cas, ouais, où c'est des boîtes qui recrutaient comme ça. Et souvent, c'est un peu les mêmes prix. Ouais. C'est ça, c'est du. Je sais que Staffme avant, j'étais dessus. Tu regardes, c'était que du 12 euros de l'heure pour Mm. faire du téléphone ou de l'emailing, quoi. Ouais. Moi, en général, on me propose à peu près entre 15 et 17 en général, à peu près. C'est toujours ça, hein. Mais après, parce que moi, je suis assez chiant sur les. Quand c'est du taux horaire, j'essaie de les pousser à fond et je refuse beaucoup, même quand j'ai un peu de place, parce que du coup, je peux me le permettre, comme j'ai un CDI sur des horaires de soir à côté. Du coup, je peux me permettre de refuser et je refuse beaucoup quand ils ont tendance à trop gratter sur les prix, parce que Ouais, c'est un milieu où ils essayent vraiment très vite de gratter sur les prix, et sur du freelance c'est pas très honnête, parce qu'un freelance il a l'URSSAF à la fin, quand t'as pas d'acre, d'aide, t'as du 22% d'impôt rien que par l'URSSAF. Enfin après voilà, tu as toutes les dépenses de base, ton équipement c'est ton propre équipement, tu payes ta connexion internet, tu payes ton électricité, enfin voilà, c'est compliqué de vivre vraiment bien à 100% en freelance quand on te propose de 12 € de l'heure. C'est impossible en fait. C'est pas possible. Parce que 12 € de l'heure, si tu enlèves les 22%, en fait, tu arrives à un petit SMIC, en gros, sachant que tu cotises pas pour la retraite. Enfin, tu cotises très mal pour la retraite. T'as une caisse d'allocation qui est assez galère, on va dire, sur le freelance. Et en plus de ça, tu cotises pas pour le chômage, je crois, ou alors c'est un peu plus aléatoire que ça. Enfin, c'est pour ça que c'est assez pernicieux, parce qu'il ouais. faut pas non plus trop accepter n'importe quoi, parce que je pense que ça peut être vite un marché où après ça va être un peu de l'esclavage moderne entre guillemets, entre grosses guillemets bien sûr, mais dans le fait de précariser de plus en plus Ouais. le métier aussi, quoi. Après, souvent, bon, là, je digresse, mais je trouve que ça peut être une bonne opportunité pour entrer dans des boîtes où Ouais, sinon, par contre, ouais. tu sais que les process sont hyper longs, et puis forcément, il y a peut-être plus de concurrence. Et en fait, là, au moins, tu te dis, bon, moi, c'est moi qui dois faire mes preuves, mais souvent, moi, j'ai eu plein de fois des freelances avoir des propositions derrière. Moi, j'ai déjà fait ça aussi d'ailleurs, et ça marche très bien, en fait. Donc, ça Ouais, peut être cool. C'est sûr qu'à 12 euros de l'heure, ton calcul, il va être aussi de dire, bon, bah, ok, je me donne 2-3 mois. Je me bute et puis après je vois si ça peut c'est déboucher ça. sur. Voilà. Mais là, forcément, t'es plus dans une optique d'être freelance. C'est une étape pour arriver dans la boîte. Ouais, clairement. Bah après, Ouais, c'est une bonne opportunité de te faire des belles expériences à fond, etc. ouais, Mais c'est vrai qu'il faut pas tomber dans le piège de te dire bon bah voilà, ça y est, je suis installé dans cette vie de freelance et je vais courir après mes 12 c'est euros de clair. l'heure toute ma vie, tu vois. Enfin, en fait, tu vas finir dans la rat race la plus destructrice possible, quoi. Et là, c'est un peu dommage. Ouais. Je sais pas si légalement t'as le droit d'être payé en dessous du SMIC en étant freelance. C'est de la facturation, donc si tu vends ton service 1 € pour 500 heures, t'as le droit, hein, Ouais. Mm. techniquement. Bien sûr, après, si toi tu te retournes contre l'employeur, etc., et qu'après tu peux commencer à dire oui, c'est de l'emploi déguisé, tu vois, des choses Mm. comme ça, bon bah t'as des recours en justice, forcément. Mais après, enfin si c'est toi qui as accepté, que t'as signé le contrat, bon, ça va être compliqué Ouais, après, le de mec te qui retourner accepte derrière, quoi. 5 euros de l'heure, il est solide, hein. Moi, je Bah demande ouais, à c'est voir. ça. Ceci dit, il y a des trucs de fou, hein. Quand tu vois le marché du délivreur C'est clair. Uber Eats, C'est vrai. Deliveroo aujourd'hui,
t'as des mecs qui font des comptes pour des livreurs qui n'ont pas leur papier et qui leur prennent 70% de la recette. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que moi je suis très chiant sur les prix. C'est pas juste parce que je m'en fous de plein les poches. C'est aussi parce que je sais que le marché, à tout moment, il peut être gangréné par une espèce de course au mec le moins cher. Moi, je l'ai vu dans le graphisme, et c'est beaucoup ça, parce que le graphisme a une perte de puissance en ce moment, parce qu'en gros, il y a trop de graphistes qui sont formés. Chaque année, il y a des mecs qui sortent d'école, tu vois, de bac+5 en com, spécialisés dans la direction artistique, les machins comme ça. Mais le problème, c'est qu'un directeur artistique, t'en as un par boîte, tu vois. T'en as pas 500, tu vois. Et du coup, au moment où la boîte, elle a recruté son directeur artistique, lui, s'il est bien dans la boîte, il va rester 15-20 ans, et après, tu as tous les autres qui arrivent tous les ans, qui font la queue pour prendre sa place. Du coup, c'est comme ça que le marché s'est un peu écroulé. On l'a vu avec Fiverr, avec 5euros.com, etc., où tu as des mecs qui se mettaient à faire des logos à 50 balles, etc., où tu es en mode, mais un freelance graphiste qui veut en vivre, ça veut dire qu'il va falloir qu'il déboîte du logo costaud, hein, s'il veut commencer à pouvoir avoir un peu de revenus, quoi. Et je pense qu'on est dans un marché qui peut potentiellement virer à ça si les gens font n'importe quoi aussi. C'est pour ça qu'il faut valoriser le métier, tu vois, et il faut vraiment expliquer aux gens qu'il y a une plus-value à prendre des gens qui sont compétents et qui ont vraiment appris à faire ça, quoi. Pour revenir du coup sur... tout à l'heure, tu parlais de base de connaissances. Par rapport à ça, quand tu bosses avec des clients, comment ça se passe? Tu as la base de connaissances de l'entreprise, ou tu as la tienne, ou c'est un peu des deux? Comment ça se passe concrètement? Alors, en général, moi, c'est toujours la base de connaissances de l'entreprise, parce que quand c'est des missions ponctuelles, j'ai pas le temps de me créer ma propre base de connaissances, ou alors je reprends des éléments et puis je me fais des fichiers un peu sur un... Moi, j'utilise pas Notion, j'utilise Dropbox Paper. Et du coup, je fais des fichiers sur Dropbox Paper avec les grandes lignes qui reviennent souvent. Comme ça, j'ai des textes qui sont préparés. Ça me permet d'optimiser le temps. Et puis après, j'ai ce qu'on appelle des macros. Donc, tu réutilises les macros et puis tu les mets dans ton message, etc. Mais après, le truc, c'est que forcément, tu as plein de cas où tu vas pas forcément pouvoir les anticiper. Et du coup, là, il faudra que tu ailles chercher dans la base de connaissances. Du coup, en général, les boîtes ont une base de connaissances. Souvent, c'est du Notion, des choses comme ça. Et du coup, là, il faut que tu apprennes à te balader dedans. Et après, sinon, avec OnePilot, eux, ils reprennent les bases de connaissances des clients qu'ils ont. Et ils réaffinent la base de connaissances avec un système qui est intégré à leur plateforme. Parce qu'ils ont une plateforme qu'ils ont dev eux-mêmes. Et du coup, là, par contre, ils ont une base de connaissances où ils reprennent le contenu concrètement du client, mais ils l'affinent encore plus pour que ce soit encore plus facile à trouver le plus vite possible, quoi. Je pense que t'es passé dans des boîtes bien structurées, parce que moi, je trouve les bases de connaissances en interne, c'est vraiment c'est un truc souvent où les boîtes passent complètement à côté. Ah ouais? Ouais, moi je trouve qu'il y a des belles FAQ Ah pour le ouais. client, pour le mec qui doit se former et qui a la question et tout, qui va avoir accès à l'info. Souvent c'est compliqué, tu vois. Moi, Ah, ça m'est pas arrivé souvent, moi. C'est marrant. ouais, dans ma boîte d'avant, c'était c'était dans l'aérien, tu vois. Donc c'est quand même, D'accord. t'as énormément de choses à faire. Il y avait pas vraiment de base de connaissances, et souvent la base de connaissances, ça va être des questions sur Slack ou sur Skype en disant ah Ah ouais. j'ai telle question, comment je fais pour y répondre, et puis cette connaissance elle est perdue Ah ouais, non, là, c'est catastrophique, là. ouais, elle est perdue Ouais. dans les Bah dans les lacs de là, Slack. là, pour le coup, on parlait de la plus-value d'un freelance. Bah là, tu vois, la plus-value du freelance, elle serait bonne pour remettre en place une base de connaissances et refaire des Exactement, process qui bien sûr. sont, Ouais, tu vois, qui ont du sens, quoi. Parce que là, ça n'a pas de ouais, sens du tout. ouais. Ah, c'est fou, ça. Moi, ça m'est arrivé une fois qu'on m'ait proposé. Moi, j'ai pas pris la mission, mais ça m'est arrivé une fois où on m'a proposé une mission. Et en fait, c'est vrai que c'était une FAQ qui était dispo à tout le monde, qui servait de base de connaissances, quoi. Ouais. Et du coup, forcément, c'est vachement limité, parce que dès que tu arrives dans des problématiques plus techniques, dans la FAQ, il n'y a pas des trucs aussi techniques pour les gens, quoi. Et Et puis c'est vrai que après, ça m'est arrivé, ouais, une fois. et puis après, il faut être rigoureux, tu vois. Moi, je me souviens à Roland-Garros, tu avais plein de questions possibles et tout était imaginable. Et en fait, tu allais parler à un mec en disant, tu avais une question d'un client, on disait, ok, il faut que tu demandes à telle personne. Et en fait, la personne te répondait. Et après, c'était à toi de faire le boulot, en fait, de le mettre quelque part, tu vois. Mais si tu fais pas ce boulot, et si surtout aussi l'autre enjeu, c'est de communiquer en disant, voilà l'info que j'ai eue, bah là, en fait, le truc, tu peux être sûr que le mec qui repasse derrière 2 mois après, il va poser la même question, et c'était une perte de Exactement. temps. Et ça, je trouve souvent, Ouais. tu vois, on avait créé un peu une base de connaissances comme ça, avec les cas très complexes.
parce qu'on disait ça, on l'a tellement peu qu'il faut qu'on ait l'info, on va l'oublier sinon. Mais les questions un peu plus récurrentes, alors là, c'était n'importe quoi. Donc, mais effectivement, sinon, moi, je trouve un truc où je te rejoins, c'est pour moi la meilleure des bases de connaissances, c'est l'historique. Et l'historique, c'est les réponses types, c'est les macros. Ouais, Et ça, complètement. moi, je suis un fan de ça. À chaque fois, dans toutes les boîtes où je passe, je crée des réponses pour tout. Et en fait, pour les nouveaux, je leur dis, moi, c'était un Google Sheet que j'avais fait avec tous les onglets, remboursement, enfin, et en fait, tu fais un contrôle F, tu tapes le mot, et souvent, tu retrouves la réponse comme ça, quoi. Et je trouve là-dessus, faut faire simple. Ça sert à rien de faire un truc complexe. Mais surtout qu'en Euh, plus, les boîtes en général, elles ont des Zendesk, elles ont des logiciels, tu vois, qui sont quand même vachement poussés pour des choses comme ça. ouais, Et c'est des logiciels qui te le permettent, en fait. C'est c'est des clair. logiciels où tout est pensé pour ça. Et c'est Ouais, vrai qu'ils l'exploitent pas forcément à 100%, quoi. non, Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une place à prendre dans un métier un petit peu comme ce qui se fait beaucoup avec Salesforce, c'est-à-dire les métiers d'intégration de logiciels comme Zendesk, voilà, tout plein de logiciels, il en existe des dizaines, et de se spécialiser dans le fait de le creuser dans l'exploitation de chaque petite fonctionnalité de gain de temps. Parce que je pense qu'il y a très peu de gens en fait qui savent vraiment les exploiter à 100%, quoi. Et ça, c'est le gros problème. ouais, de toute façon, c'est une mine d'infos de chaque côté, hein. C'est une mine d'infos pour le produit, les retours du service client, ça doit être une mine d'infos pour les conseillers qui vont fatalement avoir la même question, c'est presque sûr. Et ça, je trouve souvent, c'est quand même sous-estimé, quoi. Donc, Carrément. ouais, il y a un truc à faire là-dessus, c'est clair. Pour dériver un petit peu maintenant sur le salariat, parce qu'on n'en a pas trop parlé, et pourtant j'ai l'impression que le statut du salarié dans le care, ou en tout cas sur le support, évolue aussi un petit peu. Comment est-ce que justement on peut enfin éduquer c'est un grand mot, mais comment est-ce qu'on peut préparer les salariés à mieux négocier leur contrat, leur salaire quand ils rentrent dans des entreprises? Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Après, c'est très variable parce que du coup, ça va dépendre beaucoup du profil du salarié déjà. Parce que c'est sûr que si tu vois, moi ça m'est arrivé beaucoup parce que du coup il y a énormément de gens qui essayent de rentrer là-dedans, des gens qui ont un petit peu, qui ont des profils pas forcément très faciles à vendre, beaucoup d'étrangers souvent. Du coup, c'est des gens qui ont un accent assez fort, etc., etc. Ça, c'est des trucs qui font tout de suite perdre de la valeur, surtout si tu fais du téléphone, parce que du coup, le français est un peu compliqué, etc. Si tu es sur des clients français, ça va poser problème. Donc là, déjà, ça va être plus compliqué. Donc dans ces cas-là, il faut que, si tu as un bon anglais en contrepartie, il faut que tu pousses à fond sur l'anglais parce qu'il y a énormément de boîtes, notamment les boîtes SaaS, qui veulent avoir une internationalisation pardon, super rapide. Du coup, si tu arrives à jouer la carte de l'anglais, vraiment, ça peut te sauver à fond. Et après, sinon, négocier le salaire, ça va être compliqué de te répondre si on n'a pas vraiment un archétype de boîte. Parce que si c'est une boîte qui a 500 autres freelance, 500 autres salariés, ce que tu veux, tu vas avoir moins de marge de négociation que si c'est une boîte qui n'a pas vraiment de service client et qui, tu vois, te contacte parce qu'ils sont en mode, bah nous, on a quelqu'un qui fait à peu près community management et en même temps service client et en même temps machin, et il a besoin d'aide sur le côté service client, du coup, vas-y, on te recrute. Bah là, par contre, faut que tu essayes à fond de pousser la valeur parce que du coup, tu es un des seuls à avoir cette compétence-là, quoi. Ouais. Du coup, il y a aussi la rareté que tu vas avoir au sein de l'organisation qu'il va falloir essayer de détecter, en fait. Et là, c'est à toi d'aller creuser, de savoir dans quelle boîte t'es tombé, quoi. Ouais, moi, je trouve, alors, peut-être que je vais répondre à côté, mais je pense que si tu peux essayer de négocier un petit peu. Déjà, il faut dire que je pense que le salaire dans le service client, moi, je trouve que c'est un des secteurs qui est le moins bien payé. Et moi, j'ai déjà entendu en disant, écoute, si t'es pas content, il y en a 5 qui vont prendre ta place. Effectivement, dans l'esprit des boîtes, c'est plus simple de recruter quelqu'un en service client que de changer de dev. Bon, je sais pas si c'est juste ou non ce calcul, mais moi, le truc pour moi où tu peux un peu négocier, c'est de jouer la carte. Enfin, là, je dis pas jouer la carte, mais c'est de montrer que tu es intéressé par le service client, en fait. Et Mm. de dire vraiment, moi, je viens pas juste souvent pour rentrer dans cette boîte ou parce que bah, j'ai pas trop de compétences et puis je commence là-dedans, parce que souvent tu commences comme ça. C'est en fait, les boîtes sont intéressées par quelqu'un qui a déjà un petit peu une appétence. Et Mm. tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé en entretien de poser des questions en disant, cite-moi une expérience que tu as eu avec un bon service client ou un mauvais.
et tu vois elles sont même pas, les personnes ont, elles n'ont même pas réfléchi à ça, quoi. Donc là, tu sens qu'il n'y a pas du tout d'appétence, et au D'attache. contraire. Et s'il y a des gens qui me disent, ah bah moi j'ai une super expérience avec telle marque, c'était cool, qui a un peu analysé le truc derrière, comment ça se passe, et ce que la marque a fait de bien ou pas bien, là tu dis, ah, il y a un truc à creuser, et tu sais que le mec va être un peu plus débrouillard, et au service client, il faut que tu sois débrouillard, comme on le disait. Donc je pense, tu peux jouer là-dessus, en fait, et t'as envie de te projeter avec un mec où tu dis, lui, il va pas, il va pas envoyer bouler les clients au bout d'un mois, dès que le mec s'énerve. C'est lui, il va être posé, et puis il vient pour travailler sérieusement, quoi. Tu peux jouer là-dessus, mais je trouve il y a une problématique encore il n'y a pas forcément toutes les boîtes qui sont conscientes de ça. Et ça, du coup, c'est limite un C'est travail vrai. aussi de pédagogie, tu vois. Il faut que la boîte ait déjà une Euh, bonne culture client, ouais. c'est ça, parce que du coup, il y a beaucoup de boîtes qui vont se dire, nous, on a besoin de petites mains, en fait. On Ouais. n'a pas besoin de cerveau, on a besoin de petites mains qui vont juste envoyer les messages parce qu'on n'a pas de robot pour le Mm. faire, quoi. Et limite, s'il y avait un robot qui pourrait envoyer Ouais. les réponses parfaites, il le ferait. Et Et c'est les ça, le mêmes boîtes problème, qui c'est que s'énervent quand les mecs répondent mal, et c'est en ça, disant, exactement. ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Et le problème, c'est que du coup, eux, bah là, quand tu commences à rentrer en contact avec eux et que tu vois qu'ils ont cette vision-là, limite, tu rentres dans une espèce de tentative de remise en question, de leur dire, non, mais je vous assure que, et c'est là aussi, il faut que tu légitimes ton statut de personne expérimentée dans le domaine, et du coup, que tu leur dises, non, je vous assure que vous avez pas la bonne vision du service client, parce que Ouais. justement, en faisant ça, vous faites de la masse ce qui est bien, mais le problème c'est que si c'est au détriment d'une qualité, vous allez complètement très vite créer une image de marque qui est horrible, parce que enfin, votre client c'est quand même votre premier ambassadeur aux yeux des gens, quoi. Il n'y a rien qui convertit mieux un autre potentiel client qu'un client qui dit à sa mère, à son frère, à son pote, cette boîte-là, ils sont énormes, vas-y, quoi. C'est Et clair. ça, c'est une balle dans le pied qui est incroyable, que je ne comprends toujours pas en 2022 qu'il y ait encore autant de boîtes qui n'aient pas compris ça. Et je pense qu'il y a aussi, un peu pour revenir à ce qu'on disait sur la création de contenu, il y a peut-être aussi un truc à faire là-dessus, où il y a vraiment une pédagogie à avoir. Du coup, ce que tu fais aussi est super intéressant, Léo, pour ça. Parce que du coup, je pense qu'il y a une espèce de prévention aussi à avoir, de faire comprendre ça. Et une fois que ça, les gens l'auront compris et que tu arriveras dans des boîtes qui l'ont compris, je Ouais. pense que ce sera beaucoup plus facile de négocier ta valeur après, tu vois. Mais je pense du coup avec ça, par extension, pour rejoindre ce que tu as dit, c'est en fait tu peux pas vraiment négocier ton salaire, mais il faut que tu ailles voir les boîtes qui ont une vraie culture client. Et surtout, Mm. tu vois, je réfléchissais, j'étais en train de me dire, moi, j'ai déjà vu des salaires pour le même poste, à peu près, un conseiller client. Après, tu peux mettre des choses différentes dedans, mais aller du simple au double, à peu près de 20K à 40K, tu vois, Ouais, vraiment. ça m'étonne pas. Alors, Ça m'étonne tu pas. vois, je pense pas que sur d'autres métiers où tu fais exactement la même chose, tu puisses comme ça avoir cette telle fourchette. Donc en fait, il faut que tu vises les boîtes qui ont une vraie culture client et qui ont compris qu'il faut investir dedans, en fait, et que si tu n'investis pas dedans, en fait, bah, tu auras des mecs qui s'en foutent et qui feront le minimum. Donc je C'est pense ça. que il faut que tu ailles, en fait, demande le salaire en entretien, et puis tu seras très vite fixé, je pense. J'ai une dernière question à vous poser par rapport à tout ce qu'on vient de dire et puis un peu pour se projeter. Pour vous, ça serait quoi les tendances dans le care par rapport aux façons de travailler, justement? Que ce soit avec le statut de freelance qui pourrait ou non se développer. Tout à l'heure, on parlait d'un modèle qui tend vers celui des coursiers Uber Eats, Deliveroo, Mm. etc. Mm. Comment est-ce que vous imaginez, vous, ce secteur dans, je sais pas, dans 5-10 ans? Moi, pour le coup, pour avoir vu l'évolution de OnePilot qui va très très vite, qui est une boîte qui a été créée en 2020 et qui a pour objectif d'être rentable en 2023 ou 2024, tu vois, ce qui est super rapide quand même en termes d'évolution, je vois bien qu'il y a quand même un gros avantage pour les employeurs à faire beaucoup de freelancing. Je vois bien aussi que quand tu vas chercher du freelance sur Welcome to the Jungle, par exemple, il y a énormément d'employeurs qui adorent privilégier ça par rapport au CDD, tu vois. Donc en vrai, je pense que les employeurs qui ont le dessus, on va dire, sur les employés, vont profiter de ce statut pour booster un peu le freelance, je pense. Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, c'est que on peut arriver dans une uberisation du système freelance et enfin du système service client, et ça peut poser problème sur la précarisation du métier, quoi. Et surtout, ça peut aussi pousser des sociétés à se dire, tiens, je peux avoir des freelances pour pas très cher, qui sont pas forcément super compétents, mais bah, ça me permet d'avoir un service client qui tourne à peu près et qui me coûte pas cher du tout.
Et j'ai peur qu'il y en ait certains qui aient pas la culture, comme on disait, la culture client suffisante pour se dire non, je vais pas me laisser attirer par la facilité et je vais essayer d'aller chercher des trucs plus compétents, des personnes plus compétentes et des systèmes plus compétents. Donc je pense que ouais, le freelance va se démocratiser. Maintenant, la question c'est comment il va se démocratiser. C'est est-ce qu'il va se tourner plus vers la facilité ou est-ce qu'il va se tourner vers la qualité? Bon, l'histoire nous a montré que la facilité a souvent bien plu à pas mal de gens, malheureusement. Du coup, c'est pour ça que je me méfie, comme je disais tout à l'heure, sur les prix, etc. Faut faire attention aussi. Je pense que il y a de plus en plus de boîtes, je trouve, effectivement, qui se mettent en freelance sur le service client et qui n'avaient pas pensé avant. Et moi, en parlant, parfois, j'ai des amis qui sont dans des services clients, dans des grosses boîtes et ils me disent comment je peux faire. J'ai été problématique sur mes équipes et je dis bah t'as testé le freelance. Il y en a plein qui pensent pas encore mais ça commence à arriver. Et après je pense que surtout en service client, le freelance ça devient un petit peu une façon plus souple de faire une période d'essai. Ouais. C'est-à-dire que c'est bon, après peut-être c'est parce que je connais très bien ce métier et beaucoup moins les autres, mais je trouve tu te trompes en service client, ça peut être assez dramatique. T'as une personne qui fait défaut d'orthographe, qui répond mal au client, c'est dur de s'en séparer. Et en fait c'est une épine dans ton pied parce que tu sais que bah, du coup les autres sont moins motivés, enfin elle va tirer tout le monde vers le bas. Le service client, je trouve, c'est une sorte d'équipe, quoi. On est tous ensemble. Il faut que souvent, ça peut très bien se passer si tout le monde tire dans le même sens. Si tu as une personne ou deux qui sont pas dans le mood, ça peut créer des problèmes. Alors, tu vois, je pense dans d'autres métiers, bon, peut-être que je me trompe, mais je me dis que tu peux lui enlever une partie de ses activités, tu peux réfléchir à faire autrement si ça se passe mal. Le service client en CDI, si ça se passe mal, je trouve que ça peut vite devenir problématique, et encore plus en France. Et je trouve pour ça, le freelance, c'est top, parce qu'au moins, c'est une période d'essai plus souple, et de chaque côté, en fait, tu vois si ça te convient. Donc ça, je pense qu'il y a pas mal de marques qui s'en rendent compte. Mais moi, je trouve que c'est effectivement, soit tu vois du prisme, bah, c'est précarisant pour la personne, tu peux te faire virer du jour au lendemain, mais c'est aussi intéressant. Tu peux retrouver assez vite. Donc je trouve moi, je pense que ça peut être un bon modèle à terme. Et tu vois, bon, après, en ce moment, j'ai l'impression que le marché de l'emploi est très haut, mais je trouve qu'il y a un nombre d'offres en customer care, en freelance en ce moment qui est assez dingue. Ah oui, ça, par contre, il y a du boulot, mais justement, c'est aussi un peu la question, c'est qu'est-ce qui se cache derrière aussi. Pour moi, il faut faire attention quand même Ouais, parce que, en fait, moi, j'ai peur à trop encenser ce marché, on le caresse dans le sens du poil et que du coup, les employeurs se disent, ah bah tiens, on va pouvoir peut-être un petit peu gratter 1 euro par-ci, 1 euro par-là, on va peut-être gratter 50 centimes sur le prix d'un ticket et qu'en fait à la fin, petit à petit, dans 10 ans, on est fait, tu vois, moins 20%, moins 30% sur le salaire qu'il y avait avant, et que du coup on est favorisé des gens qui avaient moins de formation dans le métier, et que du coup on est ralenti un peu le métier parce que du coup on a favorisé à employer des gens qui n'avaient pas forcément de compétences, et ceux qui avaient des compétences et qui auraient pu développer des vrais services clients avec un gros process bien foutu, on leur a pas donné ouais. leur chance parce qu'ils coûtaient trop cher, tu vois. C'est la nuance que je mettrais là-dedans. Alors que tu vois, je suis de la maison et pourtant je tire sur ma propre maison quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu une responsabilité de chacun de faire attention à son marché quand même, quoi. Parce que je pense qu'on pourrait tous le regretter si à la fin les prix on a été mis en concurrence à fond et que les prix ont été cassés. On pourrait tous le regretter, alors que du coup nos compétences seraient plus difficiles à mettre en valeur. Par contre, du coup, pour l'évolution, ce qu'on disait justement, c'est que du coup, le freelance va se démocratiser. Par contre, du coup, le CDI va se démocratiser pour les gens qui vont faire preuve de plus de compétences, qui va permettre du coup de les faire devenir managers. Tu vois, par exemple, de manager toute une équipe qui s'occupe d'un service client pour tel produit. Tu vois, par exemple, sur une boîte qui propose plusieurs produits, hop, bah, tu vas peut-être devenir, avoir fait du freelance, avoir montré que tu maîtrises particulièrement le produit. Bah, du coup, oui, effectivement, par contre, c'est super intéressant individuellement pour justement faire tes preuves et potentiellement monter sur un poste qui est en CDI
de management d'équipe de freelance. Ça, je pense que ça va de plus en plus être fréquent, quoi. Génial. Bon, bah les gars, je vous remercie pour toutes ces réponses. Pour Avec finir, plaisir. est-ce que vous avez un lien ou quelque chose à donner aux personnes qui nous écoutent pour vous retrouver ou pour retrouver votre travail? LinkedIn, hein, je crois. Hein. Ouais. Non, moi, c'est Mathis Robin sur LinkedIn. On aimerait bien te dire qu'on a écrit des bouquins et que Ouais, tu ouais. peux nous retrouver sur tes chaînes YouTube, mais non, c'est faux. Mais oui, moi, pareillement, sur LinkedIn, j'essaie de répondre à pas mal de personnes parce que je trouve que c'est bien de donner et de recevoir Carrément. là-dessus. Et sinon, moi, petit aparté, je fais de la pub gratuite, mais t'as un podcast sur le service client qui est pas mal, c'est Marine Deck qui Ah, je connais interviewe pas. des... Ouais, c'est assez cool, elle a repris. Elle fait d'autres choses à côté, mais c'est des interviews par exemple, de personnes dans le service client. Là, récemment, je sais qu'elle a interviewé quelqu'un de chez Doctolib. On a Cool. Ouais, donc c'est assez cool parce qu'il y a très peu de podcasts sur ce sujet-là. Mm. Et je trouve il est pas trop long, ça dure pas 2h30. Mm. Donc voilà, donc ça c'est top. Ok, Ah, trop bien. j'irai Ouais, regarder. trop bien. Ouais, carrément. Bonne reco.